Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le gouvernement remet à plus tard la réforme anti-tabac. Le projet vise bien à interdire la cigarette dans tous les lieux publics, mais après la fronde anti-CPE, la prudence est de mise. Aucun calendrier n'a été fixé. Une campagne choc contre la vitesse sur les routes nationales et départementales. Le film est très dur. C'est sur ces routes que les accidents mortels sont de très loin les plus nombreux. En Italie, les commissions électorales ont commencé à réexaminer les bulletins de vote contestés. L'investiture de Romano Prodi prendra plusieurs semaines. Le leader de la gauche affiche ses priorités, l'Europe et la lutte contre la mafia. Le régime iranien défie l'ONU. Il annonce avoir réussi à enrichir de l'uranium. Ce serait une étape majeure vers la fabrication de la bombe. George Bush brandit une nouvelle fois la menace de sanctions. En France, les risques de sécheresse s'éloignent. Les pluies du mois de mars ont rechargé les nappes phréatiques, sauf dans le sud-est et à l'extrême nord du pays. Enfin, le meilleur restaurant du monde est espagnol. El Bulli du catalan Ferran Adrià a été primé par un jury international. Le français Pierre Gagnère est troisième. Chat échaudé craint l'eau froide. Après la crise du CPE, le gouvernement a donc choisi de remettre à plus tard le durcissement de la loi anti-tabac. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, avait pourtant indiqué dimanche qu'il souhaitait avancer le plus vite possible vers l'interdiction de la cigarette dans tous les lieux publics. Eh bien, il devra se contenter pour l'instant d'engager des consultations. Stéphanie Davoigneau, Bernard Connor. Un fumeur plus un non-fumeur dans la même pièce égale une équation casse-tête. En théorie, depuis 1991, la loi Évin interdit de fumer dans les lieux publics, sauf dans des espaces séparés et ventilés. En pratique, la loi n'est pas toujours respectée, et les non-fumeurs pas vraiment protégés par cette frontière imaginaire. Pour lutter contre le tabagisme passif, le ministre de la Santé voulait faire vite par décret. Premier volet, généraliser ces fumoirs hermétiquement fermés, uniquement dédiés à la cigarette. Deuxième volet, renforcer la prévention dans les entreprises et les écoles. Mais ce matin, après 1 heure d'entretien à Matignon, le ton change. Il est urgent d'attendre. Il faut savoir qu'avancer aujourd'hui, c'est continuer à consulter et à concerter, parce qu'en la matière, nous sommes persuadés que les esprits évoluent. Une attitude qui déçoit, à droite comme à gauche, les militants d'une interdiction totale de la cigarette. L'effet CPE, certes. Il y a aussi la peur de certains de mes collègues, que je comprends parfaitement, de troubler encore une partie de leur électorat. Je constate en tous les cas que le gouvernement, une fois de plus, ne sait pas où il va sur un sujet qui fait consensus. Il y a 80% des Français qui sont favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Consensus, c'est sans compter les bars tabac qui s'opposent à toute nouvelle interdiction et qui trouvent à l'Assemblée nationale un porte-parole très en verve. Après le brillant succès du CPE, le CPF, la cabine pour fumeurs, c'est exactement ce que la France attendait. Je vois qu'on s'occupe des problèmes importants. On ne peut plus boire, on ne peut plus manger, on ne peut plus baiser, on ne peut plus fumer. Formidable. Le cigare de Santigny risque d'enfumer encore longtemps les couloirs de l'Assemblée. Les hôteliers et les restaurateurs sont soulagés, mais les buralistes maintiennent, eux, leur manifestation prévue à la fin du mois. Ce projet, on l'a entendu, vise à lutter contre ce qu'on appelle le tabagisme passif. Ceux qui ne fument pas peuvent être empoisonnés par la fumée des autres. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte, Mathieu Birden. Pour Thierry Bonnet, travailler, c'est consumer sa vie. Depuis 20 ans, ce chauffeur de bus subit la fumée de ses collègues dans les locaux du terminus. La loi Évin n'y a rien changé. À l'intérieur, on découvre 3 cendriers vissés au mur, et ce depuis l'ouverture du local. Il y a des cendres et des résidus de tabac qui jonchent le sol. Et en fait, ce lieu, c'est ni plus ni moins qu'un fumoir. Près de 15 lettres envoyées à sa direction et une seule réponse, il y a 4 ans. Le chef d'établissement est garant, comme vous l'indiquez, de la protection de la santé des travailleurs de l'établissement, mais également de la cohésion sociale dans son établissement. En novembre dernier, Thierry décide alors d'exercer son droit de retrait. Un acte symbolique fort. Hier, la RATP lui a enfin donné raison. L'entreprise devient 100% non-fumeur à partir de l'été prochain. 20% des entreprises françaises ont fait ce choix radical. Le tabagisme passif, c'est la mort assurée pour certains de leurs salariés. Le tabac, ça crée une catastrophe en miettes. C'est-à-dire que c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après que l'organisme, qui se souvient de tout, réagit en développant une maladie comme un cancer ou une maladie cardiovasculaire.
Ici, vous trouverez toutes les plaintes qu'on a donc, et les mises en demeure. Donc 2000 plaintes à peu près sur l'année 2005. Et là, vous avez 145 mises en demeure qui sont en cours. Les non-fumeurs n'hésitent plus à faire appel à la justice. Cette association les aide à se faire entendre. Les non-fumeurs ont compris qu'en fait il y avait un danger dans le tabagisme passif et donc tout simplement ils veulent rétablir leurs droits. Ils ont surtout vu aussi qu'ils n'étaient pas tout seuls finalement, que tout le monde était plus ou moins soumis au tabagisme des autres et donc ils ont envie de se défendre tout simplement. Chaque année, 3 à 5 000 personnes meurent pour avoir respiré la fumée de leurs voisins. Autre sujet de santé publique, la sécurité routière. Elle continue de s'améliorer de mois en mois, mais le gouvernement ne relâche pas la pression. Une nouvelle campagne est lancée aujourd'hui sur le respect de la limitation de vitesse sur les routes nationales et départementales. Voici le petit film qui sera diffusé. Il est délibérément choquant, éprouvant. Attention donc si des enfants sont à vos côtés. Ça va? Oui, ça va. Clara? Clara? Maman? Clara? Respectons toujours les limitations de vitesse. Le ministre des Transports, Dominique Perben, explique que la réalité doit être regardée en face si on veut améliorer la situation. Dominique Chimbakala, Frédéric Delarue. Ici se retrouvent les passionnés de la voiture et beaucoup trouvent toujours une bonne raison pour ne pas suivre les limitations de vitesse. Maintenant que les voitures sont équipées de limiteurs de vitesse, on ne le règle pas à 130, on va le régler à 138 ou 140. Le 90, on va le régler à 95 ou 98. Maintenant, il faut regarder tout le temps la vitesse de voiture et ça gêne la concentration. À écouter certains, respecter le 90 km/h relève même du défi aux lois de la gravité. On est obligé de dépasser. Systématiquement, quand on arrive dans une descente, il y a une grande côte qui va derrière, même si c'est une ligne droite. On a toujours tendance à lancer la voiture pour l'aider à monter un peu plus vite. Chaque année, le nombre de victimes sur la route baisse, mais demeure élevé, 4 990 morts l'an dernier. Les routes nationales et départementales représentent la moitié du trafic et sont les plus meurtrières, avec 75% des tués sur la route. Principal responsable, la vitesse. Nous progressons. Avec sa nouvelle campagne, le gouvernement souhaite donc lutter contre les habitudes les plus pernicieuses des automobilistes. On connaît la route, c'est souvent le trajet entre le domicile et le travail, ou alors c'est la route qu'on fait souvent pour aller en campagne, pour aller en vacances, pour aller voir des amis. On croit qu'on la connaît, et en réalité, il faut vraiment respecter la vitesse, parce que 90, c'est déjà beaucoup sur certaines routes. Et pour faire respecter les règles, rien ne vaut la peur du gendarme. Attendez-vous donc à trouver sur votre chemin davantage de contrôles et de radars automatiques. Un arrêt de la Cour de cassation qui pourrait modifier le droit de la famille. Un enfant né sous X avait été adopté par un couple. Cette adoption vient d'être annulée car le père du bébé l'avait reconnu avant sa naissance. L'ayant retrouvé, il demandait sa restitution. L'enfant est aujourd'hui âgé de 6 ans. Laetitia Legendre, Virgile Liado. 5 ans de combat, mais aujourd'hui, Philippe Peter a gagné. La Cour de cassation vient de reconnaître qu'il est bien le père de Benjamin, un petit garçon né sous X. Il y a 6 ans, alors qu'ils sont séparés, sa compagne abandonne leur fils à la naissance. Mais depuis, le père qui avait reconnu l'enfant durant la grossesse n'a cessé de se battre pour exercer ses droits. Jusqu'à présent, le père n'avait rien à dire en cas d'accouchement sous X. Maintenant, le père a quelque chose à dire et ça, c'est très très important. Il n'y a plus cette toute-puissance de la mère qui pouvait décider du sort d'un enfant. Mais là, tout se complique, car l'enfant né sous X est confié dès ses premiers mois à une famille de médecins qui souhaitent l'adopter. Entre-temps, le père biologique de Benjamin s'est fait connaître et désire récupérer l'enfant. La justice est alors saisie, rend des jugements contradictoires. Aujourd'hui, la Cour de cassation a tranché. Elle annule l'adoption de Benjamin qui vit depuis plus de 5 ans dans sa famille de cœur. C'est un enfant qui a 6 ans, qui nous appelle papa-maman, qui sait qu'il est adopté, qui connaîtra ses origines biologiques. Et bien, il va falloir qu'on se mette d'accord. Pour les avocats du droit de la famille, cet arrêt de la Cour de cassation bouleverse l'institution française qu'est l'accouchement sous X et relance le débat sur sa légitimité. Compléter le texte, ça met en question évidemment l'accouchement anonyme parce qu'on imagine bien qu'un père qui va élever son enfant aura du mal à cacher à cet enfant le nom de sa mère.
Donc ça portera forcément le législateur à réfléchir sur ce système. Ça pose de gros problèmes en matière d'adoption. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant encore adopter des enfants nés sous X en France dans des conditions de sécurité suffisantes, ou est-ce qu'il va y avoir fermeture de l'adoption de ces enfants compte tenu de la menace qui pourra toujours exister? Le père biologique de Benjamin ne souhaite pas forcément retirer l'enfant à sa famille d'accueil. Il souhaite le rencontrer, lui raconter son histoire. Son combat n'est pas encore terminé. La cour d'appel de Reims devra trancher dans les prochains mois entre lien du sang et lien du cœur. En bref, le retour à la normale se poursuit dans les universités. Image ici de Grenoble où la reprise des cours a été votée. C'est le cas également à Nancy, à Caen, Perpignan, Toulon ou encore Arras. 17 universités étaient encore perturbées aujourd'hui et 2 totalement bloquées selon le ministère de l'Éducation. Dans le même temps, l'Assemblée nationale a officiellement adopté tout à l'heure le texte qui remplace le CPE et qui renforce, vous le savez, les aides aux employeurs qui embauchent des jeunes faiblement qualifiés. L'UMP et l'UDF ont voté pour, la gauche a voté contre. En Italie, l'attente se poursuit. Les commissions électorales ont commencé à recompter les bulletins de vote litigieux. De toute façon, l'investiture de Romano Prodi, qui ne doute pas de sa victoire, prendra plusieurs semaines. À Rome, Gérard Grisbeck, Enrico Melonari. Il n'est pas encore officiellement Premier ministre, mais il fait comme si. Ce matin, Romano Prodi a été reçu par le président de la République. Les deux hommes ont bien sûr parlé de l'avenir en tête-à-tête. Romano Prodi déguste visiblement le goût de la victoire et n'imagine pas de renoncer. C'est absolument normal qu'il y a des divisions entre les différents partis, mais c'est la démocratie. Et nous avons gagné les élections et le gouvernement sera le gouvernement de tous les Italiens. Et je serai le Premier ministre. Cet après-midi, il rencontrait la presse étrangère. Des retrouvailles pour l'ancien président de la Commission européenne et toujours cette même détermination. Silvio Berlusconi conteste les élections, mais il contrôle le ministère de l'Intérieur, toute la transmission des données électorales, toute l'organisation technique, tout. C'est donc la réponse à l'homme qui hier soir a proposé de recompter les bulletins de vote et de former un gouvernement d'union nationale. La presse souligne qu'il faudra bien dépasser la crise. Je pense que Berlusconi devrait accepter la défaite. Même s'il n'y avait qu'une seule voix de majorité, il faut respecter la démocratie. Alors allons-y avec ce nouveau pouvoir. Ce soir, le pays est passé à côté d'un scandale. Des milliers de bulletins électoraux ont failli partir à la poubelle par erreur alors qu'ils doivent être comptés. Il y a quelques minutes à peine, Silvio Berlusconi se rendait à son tour au palais du Quirinal pour rencontrer le président de la République. Pour le moment, Silvio Berlusconi n'a pas encore saisi la Cour de cassation qui siège ici. Le moment venu, des juges iront dans les centres contestés recompter les bulletins, puis ce sera cette même Cour de cassation qui publiera les résultats. Le nouveau défi de l'Iran, 3 mois après avoir enlevé les scellés des contrôleurs internationaux sur leurs installations nucléaires, Téhéran annonce à être parvenu à enrichir de l'uranium. C'est une étape importante vers la réalisation d'une bombe. George Bush brandit une nouvelle fois la menace de sanctions, mais on sait que la Russie et la Chine sont très réservées sur le sujet. Martine Laroche-Joubert, Frédéric Delarue. Comment avertir la planète que son pays détient la technologie nucléaire? Les Iraniens aiment la danse, alors ce sont des tubes d'uranium qui sont brandis en guise d'ornement dans cet étrange ballet. Les colombes rappellent que l'Iran prétend développer un programme civil et non la bombe atomique. Quoi qu'il en soit, le dernier discours du président Ahmadinejad prend des airs de défi. J'annonce officiellement que l'Iran a rejoint le groupe des pays qui possèdent la technologie nucléaire. C'est l'aboutissement du combat de la nation iranienne. Un combat qui rassemble derrière lui la très grande majorité des Iraniens. Cette nouvelle rend tous les Iraniens heureux parce que c'est notre droit légitime de posséder la technologie nucléaire. Le monde entier reçoit maintenant tous les avantages de cette technologie. Nous avons besoin, nous aussi, d'en profiter. L'enrichissement de l'uranium s'est fait certes à une petite échelle dans le centre nucléaire de Natanz, mais c'est suffisant pour mettre l'Occident sous pression. Sur la base des centrifugeuses dont il dispose déjà, en admettant que ça fonctionne raisonnablement bien, il pourrait arriver à un enrichissement de qualité militaire, 90% ou plus, en l'espace de, mettons, 3 ans.
Une provocation à 2 semaines de la fin d'un ultimatum du Conseil de sécurité exigeant l'arrêt de l'enrichissement par l'Iran. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice vient de demander des mesures fortes au Conseil. Mais fortes jusqu'où? La voie diplomatique est toujours avancée, mais aucune autre option n'est exclue. Une guerre psychologique commence. En bref, toujours à l'étranger, image du Népal où les manifestations pour la démocratie ont fait un 4e mort. La police chasse les contestataires dans les rues de Katmandou et n'hésite pas à tirer à balles réelles. Rappelons que les 7 principaux partis politiques soutiennent le mouvement. Ils ont conclu une alliance avec la guérilla maoïste contre le roi qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis 14 mois. Et puis image plus souriante du prince Harry, 21 ans, le fils cadet du prince Charles qui a été fait officier au terme de sa formation militaire. La cérémonie était présidée par la reine en présence du prince Charles, de Camilla et du prince William. Le régiment du prince Harry fait partie de ceux qui doivent être déployés prochainement en Afghanistan. En France, la Commission nationale de la déontologie de la sécurité a rendu son rapport annuel. Elle s'alarme des abus commis par les policiers pendant les gardes à vue. La commission a été saisie l'an passé de 108 plaintes au total, un chiffre en hausse de 10%. Voici l'un des exemples cités dans le rapport. Zindine Boudaoud, Éric Mézy. La vérité sur la mort de son époux, Kira Roig l'attend toujours. Le 10 octobre 2004, son mari, Adelaine, est retrouvé agonisant sur un trottoir parisien, à une centaine de mètres du commissariat. La veille, il y avait été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. À partir de là, que s'est-il passé? Pour la police des polices, rien d'anormal jusqu'au terme de sa garde à vue. Saisie, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a mis la justice sur la voie. 2 gardiens de la paix ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir falsifié des procès-verbaux. Quand mes enfants ils me disent, si par exemple ils sont inquiétés, qu'est-ce que je vais leur dire? Eh ben, va avoir un policier, avec lui tu seras en sécurité. Est-ce que je peux leur dire ça maintenant? Je ne peux pas leur dire ça. La commission dresse cette année un bilan inquiétant. L'activité policière a parfois pour corollaire des manquements à la déontologie. Un constat difficile à accepter pour les policiers. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'on a changé d'époque, que nous ne sommes pas les seuls à les contrôler, que cela correspond à un mouvement international. L'an dernier, la commission a été saisie de 108 dossiers contre 97 en 2004, soit une hausse de 10%. Dans la majorité des cas, ces affaires concernent la police. Ça tombe bien, l'inspection générale de la police s'est empressée de rendre publiques ses propres statistiques. En 2005, 663 plaintes ont été déposées pour des violences policières, une baisse de 8,4% par rapport à l'année précédente. 2936 sanctions ont été prises, une hausse de plus de 14%. Il y a eu des écarts, il y en a chaque année, mais ces écarts, encore une fois, sont sanctionnés. Chaque plainte est étudiée, prise en compte et donne lieu, si elle est avérée, à une sanction. 2 rapports, 2 visions différentes, mais le regard de la Commission nationale de déontologie de la sécurité agace la hiérarchie policière. Plusieurs syndicats parlent de caricature. Retour maintenant sur la crise des banlieues qui a parfois accouché d'initiatives heureuses. Ainsi, un groupe de jeunes d'une cité de Bondy tient, depuis le début de l'année, un journal quotidien sur Internet, un blog qui connaît un vrai succès. Un éditeur a même décidé d'en faire un livre. Ces jeunes apprennent peu à peu le métier de journaliste. Tout est parti d'un hebdomadaire suisse qui a installé ses reporters là-bas, sur place, pendant les événements. Enquête Mathias Lyon, Guillaume Viard. Curiosité helvète. Pendant 3 mois, des journalistes suisses ont occupé ce petit local à la porte très vite fracturé. Là, ils ont rédigé à tour de rôle une chronique quotidienne sur Internet, le Bondy Blog. 400 articles plus tard, ils passent le relais à 6 jeunes de la commune. Direction Lausanne pour une semaine de formation payée par le journal. Kamel Elouari et Hakim Azoug ont encore du mal à y croire. Voir des Suisses arriver en banlieue, surtout dans le 93, eh ben, ça fait bizarre, quoi. On croyait que c'était une blague. Il y avait même des rumeurs qui couraient comme quoi c'était des flics. C'était des flics camouflés pour venir filmer. Avec le chapeau, le journaliste à l'origine de l'aventure. Serge Michel, pris Albert Londres en 2001 pour un reportage en Iran, est le premier à s'être installé à Bondy. L'aventure est au coin de la rue aussi. Je veux dire, c'est vrai que peut-être le fait qu'on est suisse et que pour nous d'aller en banlieue parisienne, c'était l'étranger déjà, ça a peut-être facilité ce regard décalé, ce regard un petit peu qui s'intéresse à ce qui s'y passe. C'est ici, dans la rédaction de l'Hebdo, que les jeunes de Bondy sont initiés au journalisme. Question au bord du lac Léman,
Comment parler du quartier et parfois le critiquer tout en y habitant? On peut parler de choses ou de gens sans les citer, on peut parler de sujets sans forcément les attaquer de front. Il est évident que nous, il faudra qu'on cohabite après avec les gens qu'on décrira. De retour à Bondy, exercice pratique une semaine plus tard. Comme les jeunes qui l'interrogent, Kamel El Ouari est à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà, premièrement? Moi, je cherche du taf, là, je suis électricien. Quand il y avait les émeutes, là, et tout ça partout, ils ont dit calmez-vous, les jeunes, et tout ça, on va vous trouver du taf. Mais là, ça fait 3 mois, là, je vois rien du tout. Et ça existe encore, les embrouilles entre cités, entre quartiers? Ouais, il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Son coach particulier pour cette première interview, un journaliste suisse venu tout spécialement pour l'occasion. N'hésite pas dans ce genre de situation à donner tes sentiments, parce que c'est aussi ça qui avait. Titre de l'article choisi par Kamel, de quel côté suis-je? Sur bondyblog.fr, tous les thèmes sont abordés. Démonstration à l'heure de la conférence de rédaction. Diluer l'information dans... Je lui ai posé des questions sur aussi pourquoi elle mettait le voile, si c'était quelque chose de forcé ou si c'était voulu de sa part. Elle est issue d'une famille polygame, donc il y a plein de choses dans son contexte familial. La rédaction du blog, un agrégé d'économie, des chômeurs, des lycéennes, l'une d'elles est sélectionnée pour intégrer Sciences Po. Après le site internet, le livre publié par un grand éditeur. Son lancement est l'occasion pour les blogueurs de montrer aux maires de Bondy leur maîtrise de l'interview. J'entends souvent les socialistes dire que tout ce qui se passe, la crise des banlieues, le CPE, etc., c'est la faute de la droite. Est-ce que vous serez prêt, en tant que maire socialiste, de reconnaître que vous avez fait des erreurs? Oui, bien sûr qu'il faut reconnaître ces erreurs. Titulaire d'une maîtrise de commerce international, Chaouki Arwa est agent d'entretien dans le métro. Sur le blog, il ne dénonce pas seulement la discrimination à l'embauche, mais aussi les casseurs des manifestations anti-CPE qui ternissent, écrit-il, l'image des cités. Ne comptez pas sur les blogueurs pour édulcorer leur banlieue. La fin des auditions de la commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Elles se sont achevées, ces auditions, avec le garde des Sceaux, Pascal Clément, qui a dévoilé à cette occasion des pistes de réforme de la justice. Il se dit hostile à la suppression du juge d'instruction, mais propose en revanche que des citoyens jurés soient associés à certaines décisions sur la détention provisoire. Il souhaite également un enregistrement sonore ou audiovisuel des auditions pendant les gardes à vue. On en parlait tout à l'heure. La commission fera elle-même ses propositions avant l'été. Le dossier de cette édition maintenant, c'est un témoignage sur la vieillesse, celui de l'écrivain Benoît de Groult. Elle s'est fait connaître dans les combats féministes, elle a l'habitude de ne pas mâcher ses mots. Benoît de Groult a aujourd'hui 86 ans. Elle parle de tout très librement, de l'amour, du corps diminué, de la volonté de choisir sa mort aussi. Anne Guéry, Jean-Marc Nouknouk. Sur les hauteurs de Hyères, première journée de chaleur tout de même. À 86 ans, elle cultive sa passion des fleurs comme lorsqu'elle était enfant. Et puis au moins les plantes, dit-elle, ça ne vous reproche rien et certainement pas de vieillir. C'est mon figuier qui démarre là. Vieillir, ce vilain mot qu'elle décline avec humour dans un livre sur la vie qui passe. On n'est plus seulement une vieille peau, ça on peut toujours tirer dessus. On est fait aussi de vieux os qui deviennent poreux, d'un vieil estomac qui supporte mal la délicieuse brûlure de l'alcool, d'un vieux cerveau qui cale devant les noms propres, puis les noms communs, de vieilles veines qui se distendent, tandis que les artères, elles, se durcissent. Et s'il n'y avait que le corps pour vous lâcher, mais il y a aussi ces hommes ou ces femmes que l'on a aimés et qui partent avant. Ce qui est très triste, c'est qu'on n'a plus de contemporains, de gens à qui on peut rappeler des souvenirs de 1936. Tu te rappelles, j'allais manifester au moment du Front populaire. Enfin, on peut parler de ça à ces petits-enfants. Ils vous regardent comme une folle. Alors on est comme un arbre seul dans une forêt abattue. 86 années d'une vie bien remplie. Des amours, un grand amour, des livres et des combats pour l'avortement ou l'égalité des sexes. La féministe Benoît de Groult s'est toujours battue au grand jour. Puis est venu un autre temps, celui où l'on devient vieux, vieille, dans le regard des autres, plutôt dans l'absence de regard. Les gens ne vous regardent plus. Dans une station de métro, après 10 heures du soir, vous êtes une personne déplacée, qui n'est pas à sa place, qui risque le pire. Et dans les manifestations, vous vous dites, je serai renversé tout de suite, on me piétinera, on n'y fera même pas, on n'y prendra même pas garde.
Et surtout, dans ce grand âge, dit-elle, hommes et femmes ne jouent toujours pas à armes égales. On a considéré que les femmes à 40 ans c'était fini, la femme de 30 ans de Balzac commençait à être sur le mauvais versant, et puis 50 ans, et puis 60 ans, c'est vrai qu'on était très vite une rombière, une dondon, une vieille peau, tous ces termes dépréciatifs, alors qu'on est un beau vieillard, un vieux séducteur, un joyeux lapin si on continue à faire des enfants à 70 ans, il n'y a que des termes valorisants. Dans sa maison, pleine de souvenirs heureux, Benoît de Groot se fait chaque jour une promesse. Refuser d'être diminué, mourir, quand elle l'aura décidé. On choisit maintenant de donner la vie, d'avoir des enfants ou non, on choisit son métier, on peut faire des conneries toute sa vie, et tout à coup, au moment de la mort, on ne se possède plus, on n'a plus le droit de dire je ne ferai pas cette chimiothérapie, je n'accepte pas tel traitement, je veux qu'on m'aide à disparaître. Quand elle sera prête, quand elle en aura le courage, quand la vie ne sera plus à la hauteur, elle aimerait juste appuyer sur ce qu'elle nomme pudiquement la touche étoile. En bref, la décision du tribunal de commerce sur l'avenir du quotidien François, il a désigné ce tribunal le journaliste Olivier Ray et l'homme d'affaires Jean-Pierre Brunois comme repreneurs. Leur plan prévoit le départ de plus d'un salarié sur deux pour faire du journal un tabloïd populaire. Les salariés opposés à ce projet se sont mis en grève à l'annonce de cette décision. Le titre avait été placé en redressement judiciaire il y a 5 mois. Les risques de sécheresse s'éloignent, vous l'avez sans doute constaté, il a plu, beaucoup plu à la fin de l'hiver et en ce début de printemps. Une météo maussade, mais une bonne nouvelle pour la terre. Dans le centre, près de Châteauroux, Frédéric Montet, Guillaume Michel. À entendre ces pas, on se doute que dans l'Indre, la sécheresse n'est pas pour demain. Depuis 2 mois, ce champ de céréales est inondé. 2 hectares de terre incultivables pour le moment. Je sais que les années humides, j'ai des soucis, mais je ne m'attendais pas à ça, une année qui démarrait quand même très sèche après un automne très sec, quoi. Mais en mars, les pluies ont été 2 fois plus importantes que l'an passé. Les rivières débordent et transforment les champs en étangs. Sur ce terrain, à 100 mètres d'un cours d'eau, presque rien à récolter. En fait, l'Indre se situe sur la nappe phréatique du Jurassique. Grâce aux pluies récentes, cette nappe s'est rechargée comme une dizaine d'autres en France. Pourtant, les experts météo ne crient pas victoire. On est tranquille à peu près jusqu'au mois de juin, avec les réserves qu'on a eues. Mais s'il ne pleut pas cet été, de toute façon, on est dans une situation qui... On n'a pas les ressources en eau pour assurer une irrigation, par exemple, pendant tout l'été. La prudence s'impose, car à 40 mètres sous terre, la nappe du Jurassique joue au yo-yo. Depuis le 1er février, elle est remontée par endroits de 16 mètres. Elle peut redescendre tout aussi vite. L'eau n'est contenue que dans des fissures, dans des fractures et les fissures du calcaire. Donc cette eau qui arrive par les pluies va circuler très rapidement dans les calcaires et recharger donc très rapidement les nappes. Et l'eau va où après? Et l'eau naturellement va s'écouler vers les cours d'eau. Pour l'instant, le niveau de 14 nappes phréatiques reste inférieur à la normale. On est loin de la situation critique de l'automne dernier. Certaines rivières des Deux-Sèvres étaient à sec et les poissons mouraient par centaines. Les vacances après l'Égypte hier, voici un autre grand classique pour en prendre plein les yeux. Les grands espaces de l'Ouest américain et en particulier le canyon du fleuve Colorado. Les touristes les plus fortunés peuvent même sortir le grand jeu, survolent en hélicoptère et escalent au cœur d'une réserve indienne. Sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Il y a les lumières de la ville, l'enfer du jeu, la frénésie d'une Las Vegas qui ne dort jamais. Et la beauté sereine d'un des paysages les plus majestueux du monde, le Grand Canyon. Les deux sont désormais compatibles dans des tours de luxe qui allient avions, hélicoptères, bateaux et champagne. 40 minutes de vol depuis Las Vegas et l'on approche du Grand Canyon. Atterrissage sur le petit aérodrome des Indiens Wallapai, propriétaire historique des lieux. Très bien. Il y a à bord de l'avion un couple de Français. Lui a 90 ans, elle un peu moins. Il est venu, c'est à peine croyable, pour un tournoi de tennis et en profite pour faire du tourisme. Quand on était jeune, l'avion c'était ça bougeait plus, c'est ça? Oh, moi j'ai pas de problème pour rien. À la bonne heure. Pas de problème donc pour l'hélicoptère, le clou du tour.
la plongée vers le Grand Canyon, vers le Colorado, tout au fond, à 1200 mètres. L'appareil qui frôle les montagnes et l'atterrissage finalement sur une petite plateforme au bord de la rivière. Le Colorado, où nous attend un bateau et une bouteille de champagne. Raffinement suprême dans un paysage grandiose, paysage de western, toujours la propriété des Hualapai. Ils sont encore 1500. C'est pas une grosse population, mais ils possèdent une bonne partie du Grand Canyon. La montagne ici dessine la forme d'un aigle aux ailes déployées, l'endroit le plus sacré pour les Indiens. Nous avions tout ce territoire, tout le Grand Canyon, jusqu'en Californie. Mais quand les Blancs sont arrivés, ils ont presque tout pris. On ne nous a laissé que cette petite réserve. D'ici aussi, le paysage est à couper le souffle. Plus grandiose encore peut-être que d'en bas. Immense, impressionnant, avec ces strates qui forment des camailleux de rouge, rose, ocre, résultat d'une lente érosion sur 250 millions d'années. C'est un endroit unique au monde, hein. On ne peut pas trouver mieux. Ça nous réconcilie avec la nature, la beauté, la création et tous les emmerdes qu'on a. Alors, 300 € pour cela, ça n'est finalement pas si cher payé. Quel est le meilleur restaurant du monde? Eh bien, jury international de 560 personnes consultées par un magazine britannique a rendu son verdict et le vainqueur est espagnol. Il s'agit d'El Bulli, la table du Catalan Ferran Adrià, les Espagnols qui sont les mieux classés avec les Français et les Américains. Laurent Di, Diane Richard. Attention les gars, là du monde. Allez, au boulot. Le restaurant catalan n'est ouvert que 6 mois par an. Pour 2006, les réservations sont déjà closes. Le Bulli, la meilleure table au monde selon ce classement. Chaque année, la carte change totalement. Vous ne retrouverez donc pas ce squelette de poisson séché enrobé de barbe à papa, mais bien d'autres expérimentations par contre. Ceci n'est pas un restaurant. C'est un lieu de recherche, un endroit où l'on applique le travail d'investigation fait pendant l'hiver. Mais comme on a envie de partager tout ça, on a un restaurant. Ça sera ennuyeux d'inventer juste pour nous, et puis c'est beau de rendre les gens heureux. Sur le podium, cette année enfin, un Français, Pierre Gagnère, 3e. Son établissement parisien était 5e l'année dernière. Pas une surprise donc, plutôt une confirmation, même si le chef garde la tête froide. On est sur un circuit de Formule 1 où chaque détail compte. Donc il suffit que vous ayez un petit pépin de personnel, un petit pépin personnel. Tout ça, c'est tellement fragile. C'est un jury de 600 professionnels qui a établi ce classement pour la revue britannique Restaurant. Comparé aux précédentes, cette 6e édition fait cependant un peu moins la part belle aux Anglais. Reste une critique majeure, pour certains gourmets, les restaurants primés ne seraient pas les meilleurs, plutôt ceux dont on parle le plus dans les médias et dans les guides gastronomiques. On retrouve tout le temps les mêmes noms, les mêmes restaurants, les mêmes critères. À croire qu'il y aurait aussi une pensée unique culinaire à travers la planète. C'est des restaurants à la mode, c'est un phénomène médiatique, ça serait un peu la Star Academy culinaire. Difficile de faire la fine bouche, pourtant, cette année marque en effet un grand retour des chefs français. Sur les 50 restaurants distingués, 11 se situent dans l'Hexagone. La dernière réalisation de Pedro Almodóvar, il ne s'agit pas d'un film, mais d'une exposition à la Cinémathèque à Paris, des objets, des photos, des tableaux qu'il a lui-même prêtés pour raconter sa vie et ses sources d'inspiration. Marie-Jo Jouan, Mathieu Drejoux. Pudique et discret, difficile à croire. Pourtant, Pedro Almodóvar, 57 ans, est ainsi dans la vie. Pour la première fois, il accepte de dévoiler la fleur de son secret, une parcelle de son intimité, à travers un labyrinthe flamboyant de sons, d'images et d'objets personnels. Un univers éclaboussé de peur. Le rouge, c'est la couleur de la passion, du sang, du feu. La couleur des choses intenses et baroques. Cela va parfaitement bien à mes personnages. Comme ces femmes au bord de la crise de nerfs. Leur origine se trouve peut-être dans cette valise de pensionnaire du petit enfant de la Mancha, élevé chez les frères. Sa famille est son unique repère, des photos qui jalonnent son œuvre, une mère aimante dont il a tout dit dans ses films, un père autoritaire, 2 sœurs et un petit frère devenu son producteur. À 8 ans, il écrit déjà. Tous les petits carnets qu'il a sont plutôt déjà des ébauches de fiction, de récits dans lesquels il se projetait. En tant qu'adolescent, il raconte qu'il était assez fermé et qu'il avait un imaginaire débordant qui l'entraînait à raconter des histoires invraisemblables.
Comme Franco a fermé la seule école de cinéma, il travaille pendant 12 ans à la compagnie de téléphone, une source d'inspiration et ce qui lui permet d'acheter sa première caméra Super 8. La provoque avant tout. L'enfant de la Movida affiche son homosexualité. Paradoxe, seules les femmes l'inspirent. Des actrices devenues fétiches ponctuent une filmographie devenue culte. Un retour aux sources, suivi d'une rencontre sur les bancs de la Cinémathèque. Un étudiant lui demande pourquoi les Français l'aiment autant. Il répond « Disons que je suis la faiblesse de la France, et c'est bien agréable d'être la faiblesse de quelqu'un. » C'est pour cet amour que Pedro Almodovar a consenti à livrer sa propre chambre madrilène. Sur son lit iconoclaste, le reflet de ses obsessions, l'amour charnel et la mort, pour clore ce parcours intime. Sport football, la belle série continue pour Rennes, qualifié il y a quelques secondes pour le dernier carré de la Coupe de France. Les Bretons l'ont emporté face à Montpellier. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, avalanche de buts pendant les prolongations. Rennes l'a finalement emporté 5-3. Voici quelques-uns des buts de la victoire. Hier, Marseille avait gagné son billet pour ses demi-finales sur le terrain de Lyon. 2-1 face au leader incontesté du championnat de France. Une belle performance pour les Marseillais, but signé Maoulida et Niang, but lyonnais signé Fred. Voici le but de la victoire pour Marseille avec une petite erreur du gardien Grégory Coupé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Valérie Alexandre, 20h50, des goûts et des couleurs avec Pascal Légitimus. À demain.